En Ukraine, alors que la guerre se poursuit, des procès pour collaboration avec l'occupant russe se multiplient ces derniers mois. Mais alors, qui sont ces Ukrainiens accusés d'avoir collaboré avec les Russes? Que risquent-ils et comment sont menés leurs procès? On verra aussi pourquoi cela fait réagir et inquiète les organisations de défense du droit humain. C'est un sujet extrêmement important, vous allez le voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce sont déjà plus de 7000 affaires pénales pour des cas de collaboration avec la Russie qui ont été traitées en Ukraine depuis le début de la guerre. Parmi les accusés, on retrouve des civils mais aussi des officiels qui pour la plupart viennent de l'est de l'Ukraine et plus particulièrement on peut parler de la région de Kharkiv qui a été partiellement occupée par la Russie en 2022. C'est à ce moment-là que certaines personnes auraient collaboré avec l'occupant russe selon l'Ukraine. Alors parmi les personnes mises en cause, on va revenir là-dessus après, mais certaines sont accusées pour des faits qui sont plus ou moins graves. Ça peut être par exemple pour avoir aidé l'occupant russe à contourner un pont qui est détruit, pour avoir transmis des renseignements militaires aux forces russes, pour avoir aussi glorifié l'armée russe sur les réseaux sociaux, ou encore pour avoir fourni de la nourriture à des soldats ennemis. Selon l'association ukrainienne de défense des droits humains Zmina, la plupart des condamnations concernent d'ailleurs des faits de relativement faible gravité, comme des commentaires par exemple sur les réseaux sociaux qui feraient l'éloge de l'invasion russe. Alors forcément, selon la gravité de l'acte, eh bien la peine diffère, mais ça peut aller jusqu'à des peines de prison à vie. Par ailleurs, d'après Olena Patsurkovska, qui est une avocate dans la région de Kharkiv, interrogée par France Info, les acquittements restent très rares aujourd'hui et donc la plupart se transforment en condamnation. Mais alors, comment analyser la situation actuelle et pourquoi est-ce que tout cela fait autant réagir en Ukraine? En fait, ces procès qui sont donc très nombreux et qui s'enchaînent, les autorités ukrainiennes affirment que c'est une question de sécurité nationale pour dissuader donc toute personne de collaborer avec l'armée russe qui occupe ces territoires. Et ce, alors qu'évidemment, en cas de population qui collabore de façon importante, eh bien cela mettrait en péril véritablement la sûreté de l'État ukrainien. Mais il s'agit aussi de lutter d'un point de vue culturel pour lutter donc contre la présence accrue de la Russie, surtout lorsque l'on sait qu'une part importante d'Ukrainiens à l'Est est russophone. Par ailleurs, évidemment, il y a aussi un enjeu pour l'État ukrainien de montrer aux Ukrainiens que la justice condamne celles et ceux qui auraient trahi l'Ukraine en aidant l'occupant et l'ennemi russe. Et pour ce faire, eh bien, on peut noter que près d'un mois après le début de l'offensive à grande échelle et donc l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en mars 2022, eh bien, deux articles du code pénal ukrainien ont été adoptés dans l'objectif de pouvoir juger justement des ennemis de l'intérieur. Les deux articles en question, c'est l'article 111-1 qui répond aux activités de collaboration et l'article 111-2 qui juge les Ukrainiens fournissant, je cite, une assistance à l'État agresseur. L'objectif donc de ces deux articles, très rapidement, ça a été d'envoyer un message fort aux habitants dans les zones occupées et de les dissuader de toute collaboration. Alors, même si globalement ces articles sont plutôt bien accueillis par des Ukrainiens qui souhaitent que ceux qui ont collaboré soient punis le plus vite possible, ils sont cependant critiqués par des défenseurs des droits humains. Mais alors pourquoi? Bien en fait, les ONG de défense des droits humains estiment que ces articles, ils sont trop vagues et elles s'inquiètent donc de la façon dont sont jugés ces ennemis de l'intérieur et ce souvent de façon très rapide. Pour l'avocate Anastasia Serbina qui a publié une tribune en octobre sur le site de l'ONG ukrainienne Zmina, le texte de l'article, il n'est pas suffisamment clair et suffisamment précis pour qu'une personne, je cite, puisse déterminer son comportement et comprendre par elle-même si elle va commettre un délit. Bon alors là, évidemment, il y a des choses, des actes de collaboration qui sont complètement évidents. Si vous fournissez des informations à l'armée russe contre les Ukrainiens, si vous aidez plus largement l'armée russe sur le territoire, bon, ça fait partie des actes de collaboration qui sont assez évidents. Mais il y a aussi, dans certains cas, des dilemmes ou des situations qui sont plus difficiles et qui, au sein même de la population ukrainienne, font davantage débat. Par exemple, l'avocate Olena Patsurkovska a raconté à France Info, dans un reportage que je vous mets en description, un cas qu'elle avait eu à défendre. Il s'agit d'un homme dans un village occupé qui était le numéro 2 d'une entreprise qui a été mise à l'arrêt après le début de l'invasion à grande échelle. D'après elle, le patron avait fui vers l'Ukraine libre et les salariés s'étaient donc retournés
retourné vers son client pour lui demander de relancer l'entreprise. Et ses salariés expliquaient en fait qu'ils avaient besoin de nourrir leur famille, qu'ils avaient besoin donc de continuer à travailler. Ce cadre d'entreprise explique donc avoir choisi de collaborer pour aider ses employés qui autrement étaient en grande difficulté. Résultat, il a été condamné à 15 ans de prison. Bon, et de la même façon, on peut penser à des professeurs ou à des métiers peu qualifiés, avec parfois d'ailleurs des personnes qui n'ont pas fourni d'informations ou dénoncé les résistants ukrainiens, mais qui ont simplement continué leur métier, mais qui ont aussi, du coup, d'une certaine façon, aidé l'armée russe ou alors le gouvernement russe, par exemple, dans le cas des écoles, en changeant le programme et en diffusant donc des éléments de communication ou de propagande de l'armée russe. C'est donc un sujet extrêmement sensible sur la façon donc de juger ces cas et ces situations, des situations donc qui créent parfois un certain malaise dans certaines villes et certains villages qui sont à l'est de l'Ukraine. Et encore évidemment, on est encore qu'au début de ces situations parce que c'est des procès qui se déroulent une fois que ces villages ou que ces villes ont été libérés par l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Ça me semble en tout cas intéressant de vous en parler aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Au passage, merci pour tous vos retours et toutes vos suggestions de sujets ces derniers jours. On va continuer à vous proposer une variété de sujets dans les prochains jours. Ça me paraît important de continuer à traiter un maximum de sujets internationaux. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe évidemment à Gaza, ce qui se passe aussi en Ukraine, mais aussi d'autres sujets en France. Je laisse la parole à Léa et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu à Gaza. Les États-Unis ont commencé la construction d'un port temporaire et d'une jetée. C'est ce qu'ont annoncé les responsables américains ce jeudi. Alors l'objectif, c'est de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Concrètement, le port maritime va permettre à des navires militaires ou humanitaires de déposer leur cargaison et des ONG sur place seront ensuite probablement chargés de distribuer l'aide dans Gaza. Ce projet, qui devrait être opérationnel début mai, n'impliquera pas de troupes au sol à Gaza, ont fait savoir les responsables américains. Le but, c'est donc de livrer aux populations civiles de Gaza 2 millions de repas par jour grâce à cette structure. Pour rappel, 2,4 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza sont menacées de famine selon l'ONU. Deuxième actu, aux États-Unis, une cour d'appel de New York a annulé ce jeudi la condamnation de 23 ans de prison de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle qui avait été prononcée à son encontre en 2020. Il s'agissait à l'époque du premier procès majeur de l'ère MeToo. Alors concrètement, le plus haut tribunal de l'État de New York a estimé que le juge qui avait présidé le procès à l'époque avait privé Harvey Weinstein d'un procès équitable. Selon la cour d'appel, des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes avaient été admis, je cite, de façon erronée. La cour d'appel a donc ordonné un nouveau procès pour cette affaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il va sortir de prison pour autant, il reste sous le coup d'une autre condamnation pour laquelle il avait été condamné en 2023 à 16 ans de prison pour viol et agression sexuelle par un tribunal de Los Angeles. Troisième actu, en Haïti, le Conseil présidentiel de transition a officiellement prêté serment ce jeudi après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry. Ce conseil a été mis en place par la Communauté des Caraïbes, une organisation internationale qui joue un rôle de médiateur dans les crises politiques et les conflits. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, est plongé dans une crise politique et sécuritaire. La capitale Port-au-Prince est contrôlée à plus de 80% par des gangs armés qui sont accusés de meurtre, de viol, de pillage ou d'enlèvement contre rançon. Les 9 membres du Conseil présidentiel devront organiser des élections dans ce pays qui n'en a pas connu depuis 2016 afin de céder le pouvoir au plus tard en février 2026 à un gouvernement légitimement élu. On suivra ça. Quatrième actu, des pluies diluviennes ont fait au moins 155 morts en Tanzanie, un pays situé en Afrique de l'Est. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre du pays, Kassim Majaliwa, ce jeudi. Selon lui, ces fortes pluies qui ont créé des inondations et des glissements de terrain dans diverses régions du pays sont le résultat du phénomène climatique naturel El Niño. Concrètement, ce phénomène se traduit par le réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique et revient tous les 2 à 7 ans. Plusieurs autres pays de la région, comme le Kenya, ont également été touchés par des précipitations inhabituellement fortes. Ce nouvel épisode d'El Niño dans la région pourrait durer jusqu'au mois de mai, a prévenu début mars l'Organisation météorologique mondiale. Cinquième actu, la maison mère de TikTok, ByteDance, a annoncé ce jeudi qu'elle n'avait aucune intention de vendre son réseau social à une entreprise américaine. Ce mardi, une nouvelle loi américaine a été votée au Congrès américain, l'équivalent du Parlement en France, et elle prévoit de laisser 12 mois à ByteDance pour vendre TikTok à une entreprise américaine. Si ByteDance ne le fait pas, la plateforme pourrait être exclue des boutiques d'Apple et de Google sur le territoire américain. En fait, des responsables américains accusent TikTok d'espionnage, ce que nie la plateforme. Le patron de TikTok a déclaré, je cite, « Nous allons nous battre devant les tribunaux, on suivra ça ». Sixième actu, le cap du million d'interventions
plafond pour factures impayées de gaz et d'électricité a été dépassé en 2023, a déclaré ce vendredi dans un communiqué le médiateur national de l'énergie. C'est le niveau le plus élevé depuis que cette autorité indépendante les recense, donc depuis 2015. En cas d'impayé, le médiateur national de l'énergie demande aux fournisseurs d'éviter au maximum les coupures d'électricité ou de gaz et de privilégier des limitations de puissance sur le compteur électrique. En 2023, plus d'un quart de ces interventions ont donné lieu à des coupures d'électricité ou de gaz chez les ménages français. Pour rappel, les coupures sont interdites uniquement durant la trêve hivernale qui a lieu entre le 1er novembre et le 31 mars. Septième actu, la production mondiale de vin a chuté de 10% en 2023, atteignant son plus bas niveau de production depuis 1961. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'Organisation mondiale du vin. Cette chute est notamment due au changement climatique et à ses conséquences, comme la multiplication des sécheresses, du gel ou des pluies, qui favorisent les inondations et les maladies. Parmi les pays les plus touchés, on retrouve l'Italie, l'Espagne et le Chili. Au passage, autre info sur le vin, la consommation mondiale de vin a chuté de 3% par rapport à l'année dernière à cause de l'inflation, donc la hausse générale des prix. Et on finit avec une actu culturelle. La chanteuse Aya Nakamura a remporté ce jeudi soir 3 prix lors de la 2e édition des Flammes, qui est une cérémonie consacrée au rap et ses courants. Elle a reçu la flamme de l'artiste féminine de l'année, la flamme du rayonnement international et la flamme de la nouvelle pop. C'est le rappeur Gazo qui a été sacré artiste masculin de l'année. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Pour ceux qui ne le savent pas, on a lancé cette semaine, on va le pousser au fur et à mesure, un nouveau podcast dédié spécifiquement aux actualités culturelles, aux actualités pop. On parle donc de musique, de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de littérature, etc. Le nom du podcast, c'est les Actu Pop tout simplement, et si vous tapez Hugo Décrypte, vous devriez pouvoir le retrouver. Autrement, je vous mets des liens directement en description. On a aussi posté des nouvelles offres d'emploi directement sur notre site job.hugodécrypte.com. Là aussi, je vous mets le lien en description. Il y a des stages, des alternances ou encore des CDD et des CDI. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end et on se dit à lundi pour le retour des actus.